Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle démo dans les locaux de TIA. Donc aujourd'hui je suis avec Pierre Sûr qui est Product Builder et qui va nous montrer comment il utilise Claude Code dans son quotidien. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Claude Code c'est un agent de développement qui a été créé par Anthropic. À la différence d'un terminal classique, Claude Code intègre une boucle agentique, ce qui fait qu'il est capable déjà de comprendre le langage naturel. Ensuite, il est capable d'interagir directement et de comprendre la structure de vos fichiers. Cette boucle agentique lui permet également de corriger ses erreurs et de pousser en production. Donc on va dire que c'est un peu... En tout cas, ça fait partie de l'arsenal des product builders puisque ça permet à des profils qui ne sont pas forcément des développeurs de coder et de construire des produits. Ouais, c'est exactement ça. Tu m'as spoilé au début de ma présentation, mais c'est exactement ça. Je vais revenir. Pourquoi Claude Code? Déjà, juste dire, pour moi, on est un peu dans un moment charnière. ChatGPT, Gemini, Claude normal, ça existe en silo, alors que Claude Code, c'est un agent qui va pouvoir agir sur à la fois tes fichiers dans ton système, tu vas pouvoir les modifier, les lire, les supprimer, tout ce que tu veux, et aussi dans ton environnement, il va être connecté à ta stack. Tu peux vraiment agir. C'est ça la grosse différence. Ta stack, c'est donc en fait l'intégralité de tes outils. Exactement. C'est typiquement moi, ça va être Slack, ça va être GitLab, ça va être Notion. Ça peut être Jira aussi, et donc il va pouvoir agir dedans. Tout ça à partir de Claude Code. Petit truc qui me semble intéressant à dire à propos de Claude Code, c'est que, moi, il y a plusieurs manières de l'utiliser. Donc déjà, on peut l'utiliser de manière assez simple, directement dans Claude sur l'application desktop. Mais on peut aussi l'intégrer directement l'utiliser directement en intégrant dans son terminal, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a trois manières de l'utiliser, trois interfaces différentes. Je vais vous les montrer à l'écran. Il y a le plus classique, c'est directement via l'application Claude sur ton ordi, où tu vois que tu as trois onglets. L'onglet chat, c'est en fait l'onglet classique comme si tu étais sur ChatGPT ou sur Gemini. Tu as l'onglet Cowork, qui est un autre produit d'Anthropic, qui est en fait une sorte de Claude Code pour les personnes un peu moins tech. Et tu as la partie code, où là, tu as accès à Claude Code avec le petit bonhomme là qui tape sur son ordi. Donc ça, c'est la première manière de l'utiliser. C'est pas celle que je conseille aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième manière, c'est en lançant le terminal. Si tu l'as installé, ensuite, tu tapes Claude et tu lances du coup un Claude Code. En général, quand vous allez voir, vous allez travailler avec vos devs, ils vont utiliser Claude Code via le terminal. C'est un truc un peu plus techos, t'as accès à un peu plus de fonctionnalités. Je pense après c'est aussi une question d'habitude. Et le dernier, c'est ce que je conseille, c'est dans un IDE. Donc un IDE, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui aide au développement et qui va être une interface centralisée où tu vas tout voir. Je vais l'expliquer un peu plus tard, l'interface, pour un peu démystifier. De base, c'est fait pour des techos, pour des devs, mais en fait, moi, c'est ce que j'utilise au quotidien. Et donc dedans, tu peux lancer Claude Code. Là, je vais vous montrer. Donc là, c'est dans quelle IDE? Là, je suis dans Cursor. Je suis dans Cursor, qui est un des IDE les plus connus. Les plus connus, ça va être Cursor, ça va être VS Code. Et tant qu'on y est, je vais présenter un peu l'interface juste pour vous montrer. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on a une interface qui est séparée en fait en deux grandes parties. À gauche, on a notre repository. Notre repository, c'est quoi en fait? C'est juste un dossier dans lequel on va avoir des documents et qu'on va travailler. Juste pour vous montrer ça, ce qu'on voit là, c'est en fait la même chose que ça dans Finder. Ok. Vous avez un dossier, là en l'occurrence un dossier démo, dans lequel il y a d'autres dossiers qui existent et des fichiers, mais c'est exactement la même chose. Donc juste pour démystifier, repository, c'est la même chose que vos dossiers dans Finder. Vous avez ça à gauche, vous pouvez tous les voir. C'est votre base de travail en local. Et au milieu, en fait, vous avez Claude Code, où vous avez votre fenêtre agentique. Et au final, on voit que ça ressemble un peu comme un Gemini, comme un ChatGPT, où en bas, tu as une barre de texte dans lequel tu peux écrire, tu peux prompter, tu peux écrire tes messages en langage naturel. Et ensuite, il va te répondre. Je reviendrai un peu plus en détail sur l'interface et sur quelques éléments. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser dans un IDE. Parce que ce qui est cool, c'est qu'on a tout qui est centralisé. On peut voir les documents à gauche, on peut voir la fenêtre de chat. Et en plus, on peut voir des previews des documents directement dans la même interface. Ce que tu peux pas trop faire quand tu es dans le terminal ou dans l'application Claude. C'est ça que le terminal, on va dire, la difficulté, c'est que c'est très abstrait finalement. Ouais, c'est un peu abstrait, c'est en termes d'interface, c'est pas ce qu'il y a de plus cool, c'est pas ce qu'il y a de plus user-friendly, donc je conseille d'utiliser Claude Code via l'extension dans Cursor directement. Effectivement, je pense qu'on est à un moment charnière, et ce qui est assez incroyable, c'est en fait on se rend compte qu'on peut tout gérer depuis Claude Code, qui va agir sur toute notre stack, donc Jira, Slack, etc., etc. Moi, j'utilise de trois manières dans mon quotidien. Il y a un premier pilier, et en plus je pense que là c'est abordable pour tout le monde, quel que soit son poste, c'est de la productivité perso. En fait, vraiment, je centralise tout mon second brain, toute ma knowledge base perso dans un repository. Et ce qui fait que tout le contexte de mes réunions, toutes les décisions qu'on prend au fur et à mesure, en fait, c'est logué ici. Et du coup, j'ai beaucoup plus de maîtrise là-dessus. Et ça c'est assez incroyable
parce que ça veut dire que toutes les réunions que je vais avoir, en fait, les transcripts, je vais les mettre et je vais les sauvegarder en local quelque part. Dans une réunion, en fait, il y a plein de micro-décisions que tu prends et c'est ça qui compte et c'est ça la richesse de l'information. Et tout ça, c'est logué quelque part et Claude y a accès. Donc en fait, c'est ultra puissant. Ça paraît léger, mais c'est ultra puissant. Donc ça, c'est la partie productivité perso, second brain. Le deuxième pilier, c'est builder en équipe. En ce moment, je suis en mission donc, chez un client qui est une scale-up en medtech et j'ai rejoint une équipe qui est IA native avec 2 devs qui codent uniquement avec l'aide de l'IA. C'est-à-dire qu'ils écrivent plus de lignes de code, ils vont faire un peu de review. Et moi, pour être capable de les suivre, je veux aussi devoir suivre un peu leur vélocité et être capable de les alimenter en PRD, en spec, et Claude va m'aider énormément là-dessus. Et le troisième pilier, c'est être product builder en autonomie, c'est-à-dire que être product builder pour moi, c'est en fait être capable de passer de l'idée jusqu'à shipper ton idée en fait en production. Avant c'était impossible parce qu'il fallait savoir coder. Aujourd'hui tu as une nouvelle couche d'abstraction qui fait que en fait tout se fait en langage naturel. Il suffit d'avoir le bon framework avec lequel travailler et en fait tu peux passer d'une idée où tu vas itérer avec Claude pour affiner cette idée-là. Il va être très bon sur la partie brainstorming et affinage des spécifications jusqu'à shipper ça en production avec un produit et je vous en montrerai un que j'ai fait. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire que il y a un retour en force ces derniers temps de ce qu'on appelle le spec driven development. C'est exactement ça, pour éviter ce qu'on appelle du AI slop, c'est-à-dire en fait, tu vas générer du volume. C'est facile aujourd'hui de générer des features et du volume, mais ça va pas forcément être pertinent. L'expertise produit que tu as appris au quotidien pour bien cibler le besoin, le problème utilisateur, comprendre tes utilisateurs, en fait, il est d'autant plus important parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le product taste, c'est ta capacité en fait à choisir, à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a un côté ultra grisant en plus où tu te dis mais en fait il y a plus de limites, juste j'ai besoin de faire les bonnes connexions et en fait je peux tout faire. C'est-à-dire je peux passer de l'idée à shipper quelque chose et créer une expérience. En fait ça c'est un peu le rêve de tout product manager. C'est-à-dire que quand t'aimes vraiment le produit, c'est un peu relou de juste faire des specs et en fait après tu délègues à d'autres personnes qui font le code. En fait aujourd'hui grâce au niveau d'abstraction de Claude Code, tu peux shipper ça. Je pense que là on est à un moment un peu de basculement aussi où ok, ça commence à être une technologie qui est assez mature et les devs, je pense, ont un temps d'avance dans l'adoption de ces outils-là, donc ils vont aller de plus en plus vite. Et il faut faire attention à ce que les PM ne deviennent pas le goulot d'étranglement. Comme eux, en fait, vont augmenter en vélocité, c'est important aussi que la partie discovery et spécification suivent un peu ce rythme-là. Pour pouvoir les alimenter. Pour pouvoir les alimenter, justement. Et donc, c'est important que les équipes sachent s'augmenter et deviennent agentiques, je pense, dans l'entièreté et pas uniquement la partie dev, parce que sinon, en fait, tu vas devenir le goulot d'étranglement. Tu vas perdre un peu la maîtrise, ça va générer de la frustration, et donc, c'est pour ça que tu peux t'aider de Claude Code. En fait, t'as pas besoin d'être dev, c'est assez simple, donc je vais vous montrer, c'est vachement accessible. Donc découverte de l'interface, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on a 2 grands blocs dans notre IDE. On a à gauche notre repository qui est en fait notre base de travail, c'est tous les dossiers et les docs avec lesquels on va travailler, et au milieu à droite on a Claude Code, notre fenêtre Claude Code comme on pourrait l'avoir avec ChatGPT, etc. Comment tu l'as installé sur Cursor du coup Claude Code? Comment tu l'as lancé? Ce que tu peux faire pour le lancer, t'as 2 manières de le lancer, soit tu le lances via le terminal comme on l'a vu tout à l'heure, où tu tapes Claude et t'as cette fenêtre là, ou alors si tu veux un truc un peu plus user friendly, tu vas dans le menu des extensions à gauche, c'est ce petit bouton là, ouais. Et tu tapes Claude Code for VS Code, tu l'installes, ensuite tu peux juste lancer cette fenêtre. Moi en l'occurrence je la lance avec un raccourci clavier et c'est la même chose que ce que tu vois dans le terminal, sauf que tu vois que c'est quand même un peu l'interface un peu plus sympa. Un autre concept qui est important dans Claude, c'est le fichier claude.md. Le fichier claude.md, c'est un peu comme le système prompt que tu peux avoir quand tu vas créer un custom GPT ou un James sur Gemini. C'est les instructions qu'il va lire en fait à chaque fois avant de te répondre. Et donc dedans en fait tu lui expliques, en fait il faut que tu suives ces conventions là, tu as accès à ces outils là, tu lui donnes un index de là où ta knowledge est levée des différents dossiers. Comme ça, il sait quoi utiliser, quelle information aller chercher. Il va être beaucoup plus pertinent. Ce qui est génial, c'est que ce fichier-là, c'est pas moi qui vais le créer à la main. Je commence à parler avec Claude, je lui explique un peu, il va me poser des questions sur mon contexte, sur mon produit. Je vais les lui donner et c'est lui qui va créer lui-même le fichier ClaudeMD et qui va le mettre à jour, qui va le maintenir. Donc, ce qui fait que ce fichier-là va toujours être pertinent. Et ça, c'est super important. Ça paraît léger, mais en fait, quand tu vas faire ton contexte à l'instant T, c'est pas mon contexte dans 2 semaines. Et donc, le fait qu'il le garde à jour, ça fait que, en fait, toutes ces réponses vont toujours être pertinentes et inscrites dans un contexte qui est réaliste. Bon, on va faire une première mini démo.
On est là pour ça. On est là pour ça. Je lui ai demandé, imaginons, donc là je travaille, j'ai pris un cas où je travaille pour Tiga Eats, donc la fameuse société fictive de tous nos cas fil rouge chez Tiga. Et donc par exemple, je lui demande, est-ce que tu peux me donner les problèmes utilisateurs qui m'ont été remontés? Je fais quelque chose de volontairement très large. Et quand on regarde le détail, on voit qu'il va chercher dans différents endroits. Il va chercher dans ma stack en local, dans mes fichiers. Il va voir quelles sont les notes qui peuvent être pertinentes. Potentiellement, il va aller chercher dans ma stack, dans ma page Notion, dans mon Jira, parce qu'il sait que j'ai des informations là-bas. Pour passer au next level, maintenant, il faut lui donner ce qu'on appelle un peu des super pouvoirs. Le premier super pouvoir, c'est les serveurs MCP. MCP, c'est Model Context Protocol. C'est un standard qui a été développé par Anthropic il y a, je sais pas, un an et demi. Et c'est votre sorte de câble USB-C entre votre agent IA et toute votre stack. Avant, il y avait des intégrations qui étaient uniques à chaque outil. Maintenant, ils utilisent tous le même protocole, ce qui simplifie énormément la chose. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est setuper ce serveur MCP. C'est assez simple. En fait, en général, tu dis juste à Claude, s'il te plaît, setup-moi le serveur MCP pour Figma. Et en fait, il va aller chercher dans la bonne documentation. Il va suivre lui-même le processus et il va le faire. Si je te montre ce que ça fait, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. On va utiliser la même fenêtre, c'est pas grave. Je lui dis par exemple quels sont les problèmes remontés dans les transcripts de mes entretiens utilisateurs. Bon, on va voir s'il arrive à détecter que c'est potentiellement dans Notion. C'est un environnement de démo, donc il est pas aussi intelligent. Il a quand même deviné. Là, en fait, on voit ce qu'il fait, c'est qu'il utilise les serveurs MCP, il va utiliser la fonction Notion Search pour récupérer cette information. Derrière, il est capable d'aller le chercher et de dire, ok, je vois que tu as une synthèse de 4 entretiens Notion par personne, et il me ressort toutes les informations. Et la force des MCP, c'est que, à la fois, là, on voit qu'on allait chercher des informations dans Notion, ouais, mais on peut aussi aller interagir directement avec les logiciels. Donc là, j'imagine que si tu demandes à Claude, grâce au MCP, tu pourrais aussi ajouter quelque chose dans ta page Notion. Ouais, exactement. Le deuxième super pouvoir, si on revient sur cette métaphore. Laisse-moi deviner, c'est les skills. C'est les skills. Les skills, qu'est-ce que c'est? Pareil, c'est toujours un standard qui a été développé par Anthropic. Et en fait, c'est juste un fichier Markdown. Là, on a un skill, par exemple. Markdown, c'est un langage qui est lisible par les machines, aussi bien par les humains. C'est assez simple à lire. Et donc, un skill, ça va ressembler un peu à un custom GPT ou un James sur Gemini. C'est-à-dire, tu expliques une manière, une procédure pour accomplir une tâche très précise. Il y a 4 différences pour moi qui sont majeures avec un James. Le premier, c'est que prenons l'exemple où tu vas vouloir créer un ticket Jira. Avant, t'es dans le chat GPT, tu vas créer un custom GPT, t'es mon assistant pour m'aider à écrire des tickets Jira. Tu vas lui donner des informations, il va te créer le contenu du ticket Jira. Il va pas le créer directement dans ta stack. Comme les skills utilisent aussi, tu peux les combiner avec des MCP. Et ce qui est cool, c'est que tu peux utiliser les MCP pour écrire ton ticket Jira et aller les créer directement dans Jira. Et donc quand on a un, ça va, mais quand on a 20, tu vas pas faire 20 copier-coller. Et donc quand tu passes à l'échelle, ça fait une vraie différence. La deuxième grosse différence pour moi, c'est que il a un contexte qui est complet. Parce que Claude est suffisamment intelligent on l'a vu tout à l'heure, je lui ai posé une question, il allait vérifier dans des fichiers en local, il allait vérifier dans des fichiers dans mon Notion, potentiellement il va aller vérifier les tickets Jira, etc. Et donc il va avoir un contexte qui est ultra complet par rapport à si tu utilisais encore une fois un custom GPT qui existe en silo et juste avec le contexte que tu lui as donné à un instant T et qui en plus n'est pas dynamique. Et ce qui fait qu'en fait l'output et la réponse de ton agent, elle va être beaucoup plus pertinente parce qu'il a un contexte qui est à jour et qui est beaucoup plus complet. La troisième grosse différence, et ça c'est vraiment bluffant, c'est que c'est un système qui est intelligent et qui s'auto-alimente. En fait, on l'a tous vécu, le moment où tu crées ton custom GPT ou ton James et l'output, il est bien mais pas dingue et du coup, il faut que tu ailles à nouveau sur la page de configuration, que tu ouvres le master prompt, que tu changes les trucs à la main, tu sais jamais si ça marche bien ou pas. Là, en fait, c'est complètement différent. Quand tu utilises un skill et que, en général, la première itération, c'est pas ultra pertinent. En tout cas, tu as beaucoup de feedback à donner. Donc, tu vas faire ces feedbacks-là juste à l'oral où tu lui écris
Et lui va les prendre en compte, il va aller se modifier lui-même pour derrière prendre en compte ton feedback et derrière la prochaine fois faire un output qui respecte bien le feedback que tu lui as donné. Et la quatrième différence, c'est que il s'invoque tout seul. T'as pas besoin forcément d'aller sélectionner à la main le custom GPT qui va vivre juste avec ces informations. Là, t'as une fenêtre principale dans laquelle tu vas lui dire, par exemple, moi j'ai un skill qui s'appelle Morning Coffee que je vais vous utiliser tout à l'heure, qui me fait un recap de ce qui s'est passé la veille, de ce qui va arriver aujourd'hui, qui me fait en gros un brief. Je peux très bien lui dire, j'ai pas besoin d'appeler spécifiquement, je peux l'appeler en langage naturel, fais-moi un brief de ma journée. Il va être assez intelligent pour s'invoquer lui-même et dire, ok, en fait là, il faut que j'aille chercher. Voilà. Là, on le voit, il faut que j'aille chercher ce skill-là parce que par rapport à ce qu'il me demande, c'est pertinent. Et donc, il va dérouler la procédure que je lui ai donnée. T'as pas à aller directement dans la bonne fenêtre. Tout est dans une seule fenêtre, ce qui simplifie grandement la vie et ce qui diminue ta charge cognitive. Tu as juste à te concentrer sur les instructions que tu veux lui donner. Bon, on a bien parlé là, et comme on le dit, après la théorie, la pratique, donc tu vas nous montrer un peu comment ça marche ? Ouais, exactement. Je vais vous montrer 3 skills, un pour chacun des piliers que j'ai décrit au début, donc un pour la productivité perso, un autre en tant que PM au sein d'une équipe agentique, et le dernier, ce sera plus en tant que product builder. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai commencé à créer. On va commencer par le skill qui s'appelle Morning Coffee. C'est le skill que j'utilise tout le temps. Le skill Morning Coffee, c'est un skill qui doit me produire 2 livrables. L'agenda du jour avec un récap d'hier et un daily plan, c'est ma to-do du jour qui est suggérée. Donc il sait qu'il doit aller regarder dans mon Google Calendar, il sait qu'il doit aller voir mes notes de réu qui existent en local, qu'il doit aller voir un autre fichier qui s'appelle le wrap-up que je fais la veille en général. Et donc là on va l'utiliser. Fais-moi un brief matinal. Soit je peux lui dire ça, soit je peux appeler le skill directement. Tu fais / morning coffee, démo en l'occurrence. Et là, il va se charger, il va aller chercher mon calendrier Google, il va regarder mes différentes tâches. Potentiellement, il peut aller voir aussi, se connecter au MCP Notion, etc. En fait, toutes les données que j'ai jugées pertinentes. Et derrière, il va me faire ce livrable-là avec un recap pour la journée et un daily plan aussi de la journée. Donc là, on le laisse réfléchir un petit peu. Voilà, là, on peut se regarder en champ de faïence et attendre qu'il fasse son travail. Donc là, on voit, ok, toutes les sources sont chargées, je prépare 2 livrables, il va me rédiger le morning brief, il va me rédiger le daily plan et il va sauvegarder les 2 livrables. C'est une démo, donc ça transparaît pas. Mais au quotidien, ce que je fais, c'est que je lance Morning Coffee et ensuite, hop, je vais ouvrir tout de suite une autre fenêtre. Je laisse travailler dans son coin et je travaille sur autre chose en même temps. Ce qui fait que, en fait, on parallélise énormément de tâches en même temps. Tu fais beaucoup de context switch. Et je pense que j'en fais plus aujourd'hui qu'auparavant. C'est ce que j'allais dire. En fait, finalement, à la fois, ces outils-là, ils augmentent la productivité de manière folle, hein, on va pas se mentir. Pour autant, il faut quand même faire attention parce que on n'est jamais à l'abri de se cramer, surtout quand on bosse sur 8 projets en parallèle. Et le côté grisant dont tu parlais un peu au début, c'est un peu le piège, parce qu'en fait, comme on a l'impression de tout pouvoir faire, on a envie de tout faire, ce qui n'est pas toujours une très bonne idée. Ouais, c'est exactement ça. Et il y a vraiment besoin de se concentrer sur des tâches assez précises, même avec les équipes avec lesquelles on travaille. On va travailler sur des initiatives et on va essayer de se limiter un peu, comme les bonnes pratiques de Kanban. Au final, on va dire, on va pas travailler sur plus de 3 initiatives en parallèle parce qu'on a toujours besoin d'être maître quand même de ce contexte, de pouvoir réorienter. Tu peux pas faire du context switch sur 10 projets en parallèle. Ok, donc là, on voit que ça a généré 2 livrables. On va les regarder ensemble. Ça me met un petit message. Morning brief et daily plan générés. On va les ouvrir. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que il a analysé mon agenda du jour. Il me dit, voilà, t'as telle chose à faire, telle chose à faire. À chaque fois, il me dit qui sont les participants de mes réunions. Il me donne des conseils sur comment préparer. Par exemple, j'ai un weekly custom apps. Conseil, faire le point sur l'estimation technique de Marc et la validation du format d'alerte par Sophie. Il me fait un recap d'hier. Ça, c'est super utile. Parce qu'en fait, très souvent, tu finis ta journée et t'as oublié des petits détails. Et là, en fait, t'as tout qui est centralisé au même endroit. Et le deuxième recap qu'il te fait, c'est le daily plan où il va me dire, ok, état des chantiers, un peu grosse maille. Il va me proposer des actions à faire durant la journée. En analysant mon calendrier, il va me dire, par rapport à ton calendrier, à ce que je vois, les réunions que t'as, par rapport à ta to-do actuelle, il va croiser toutes ces données pour me proposer des actions du jour qui sont priorisées par créneau. Et en plus de ça, il me dit, cette semaine, tu dois aussi faire telle tâche, dans le backlog, t'as ça. Ce qui fait que je commence ma journée,
j'ai un recap de ce qu'on s'est dit la veille, de ce qui arrive aujourd'hui. Et j'ai une to-do qui est en général ultra pertinente et ça me permet de me lancer dans ma journée de manière beaucoup plus rapide et j'ai l'impression d'avoir toutes les bonnes informations. Et vous avez vu, en plus, j'ai pas besoin d'aller lire 10 000 notes, tout est centralisé. Deuxième skill que je voulais vous montrer, c'est le skill de création de PRD. Moi, je vais vous montrer, j'ai créé un template et j'ai créé un skill qui s'appelle PRD Co-Author. Si on ouvre le template, donc on voit le template, c'est contexte, objectif, ce qui est dans le scope, ce qui est out of scope, features. Et j'ai un skill qui m'aide à écrire ce PRD. Et ce qui est génial, c'est dans ce skill-là, c'est que c'est vraiment un partenaire de réflexion. On dit, bah attends, là, en fait, cette décision, elle soulève telle question, il y a telle problématique potentiellement, ce qui te permet d'être beaucoup plus précis. Et toi, tu te concentres uniquement sur l'interaction. Et ton fichier PRD se construit petit à petit. Et tu gardes quand même la maîtrise sur ce PRD. C'est-à-dire que tu donnes pas juste à ton agent, à Claude Code, bah voici mes documents, génère le PRD. En fait, si tu fais ça, tu vas générer du volume, mais tu vas pas maîtriser ce PRD, tu vas pas être capable de le défendre auprès de parties prenantes. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce mode d'interaction où vous validez ensemble, mais vraiment, il te pousse, il est super intelligent, il est super pertinent dans ses questions. Et comme ça, bah, tu écris ton PRD. Mais c'est vrai que parfois, quand on demande un livrable à l'IA, même si le résultat nous semble bien, on se l'est pas vraiment approprié. C'est exactement ça. Alors que là, comme tu l'as co-construit avec lui, bah, forcément, si on te pose une question dessus, ce sera beaucoup plus pertinent. Ouais. Pour moi, c'est un des enjeux qui est super important avec l'agentique. C'est que, certes, tu t'aides, c'est à ton service, mais tu dois toujours avoir la maîtrise de ce que tu produis et de ce que tu vas présenter. Je refuse d'entendre quelqu'un qui me dit « Ah, c'est pas moi, c'est Claude ». Donc, si on ouvre une nouvelle fenêtre, je dis « Je veux travailler sur un nouveau PRD ». Ok. Donc là, il me comprend, PRD, donc je vais charger le skill PRD Co-Author. Il va lire aussi mon template. Ok, premier PRD dans le projet, c'est pour quel sujet? Qu'est-ce que tu as comme matériel? Bon là, comme c'est un environnement de démo, je veux dire, je sais pas. C'est sur Product Manager. Ouais, je suis super Product Manager. Vraiment, quand je dis, il faut avoir la maîtrise de son sujet, de son contexte. Je sais pas, analyse les tests utilisateurs et propose-moi une initiative. Donc là, on voit qu'il m'a répondu, il a analysé il a écrit « Read on demo notes and deliverables ». Ok, très bien. J'ai lu toutes les notes et le livrable de recherche, voici ce que je vois. Bah, très bien, je vais dire « Ok, on part sur ça. Alerte ». Bon là, on va pas faire tout ensemble, mais ce qui est intéressant, c'est que il va aller récupérer les informations par rapport à cette initiative. Il va commencer à me pousser à construire la première section avec moi. Donc la première section, c'est la section contexte. Donc il récupère tout ça. Donc problème, target user, expected impact, brownfield ou greenfield. Et c'est vraiment un partenaire de pensée. Il te propose et te dit, bah, est-ce que ça te va, est-ce qu'on réajuste? Et ensuite, tu as validé cette section et tu passes à la section suivante. Là, en l'occurrence, je vois il crée aussi un livrable là dans ton dépôt. Ouais, bien sûr, ouais, très très bon point. Il crée le livrable. Je l'ai setupé, configuré de manière à ce que il détecte quand c'est un livrable qui doit exister en gros sur ma stack, sur Notion ou sur Confluence. Et s'il détecte que je le modifie, il va me proposer d'aller le pousser par exemple sur GitLab, d'aller pousser sur Notion. Ce qui fait que t'as pas besoin en fait d'aller sur... T'as une interface centrale. Aujourd'hui, je passe mes journées sur une seule interface et c'est lui qui va aller me pousser l'information et j'ai pas besoin d'aller checker. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on appelle chez Tiga l'OS du Product Builder qui finalement est ton cockpit dans lequel tu vas piloter ton produit. Donc en l'occurrence là, cet OS c'est Cursor, mais ça va intégrer à tous tes skills, TMCP. C'est exactement ça. Tout est centralisé dans une seule interface où tu as tous tes skills, toutes tes connexions, tu as toute ta knowledge, tous les savoirs que tu as accumulés. Et toi, tu travailles en local sur ton environnement sandbox, on va dire. Et si tu l'as bien configuré, il sait quand il faut aller pousser l'information sur les environnements collaboratifs pour que cette information, elle vive et elle reste à jour. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans cette OS qui, en l'occurrence, est Cursor, on peut aussi intégrer un peu les guardrails, les règles de sécurité de l'entreprise, les normes de l'entreprise, pour que finalement, tout le monde travaille un petit peu de la même manière. Tu vois, par exemple, on peut imaginer qu'il y ait des skills communs à l'entreprise, quoi. Totalement. Tu peux faire ça. Et hier, par exemple, j'ai fait cette configuration pour que il détecte que quand je travaille sur le PRD, qu'il faut le pousser sur GitLab et qu'il le push et qu'il fasse une merge request. Il a vu justement qu'il y avait des guardrails qui avaient été configurés sur GitLab et du coup, il les a suivis. Il est capable lui-même de les intégrer
pour ne pas pusher n'importe comment, mais suivre les bonnes conventions, taguer les bonnes personnes. Ok, sur le PRD, je pense qu'on a, enfin, je vous ai montré ce qu'on peut faire. Et le dernier skill que je voulais vous présenter, c'est le skill en tant que product builder, donc passer d'une idée à shipper en production. Alors là, je vais ouvrir un autre repository. J'ai travaillé sur un outil qui s'appelle la Tiga Toolbox, qui est une sorte de bibliothèque de skills qui est gérée en ligne, dans laquelle chez Tiga, on peut aller piocher pour utiliser les skills des uns et des autres. Si on va dessus, Tiga Toolbox, voilà, ça c'est un qui est déployé, donc qui s'appelle Tiga Toolbox IA. Donc finalement, c'est un produit. Et finalement, c'est un produit que j'ai vibe codé, c'est-à-dire que j'ai pas écrit une ligne de code, c'est uniquement fait en langage naturel et qui est déployé. Et en fait, donc t'as la possibilité d'aller chercher un skills Tiga.ia par exemple. Bref, au-delà du produit, comment je l'ai créé, c'est assez simple. J'ai utilisé un framework de spec driven development. T'en as parlé au début. Tu peux te lancer directement. Tu ouvres une fenêtre Claude Code et tu lui dis je veux créer telle application. Tu lui expliques un peu ce que ça fait. Ça peut marcher pour un prototype, mais en fait, tu te rends compte que si jamais tu veux aller plus loin et que tu commences à avoir un peu de complexité, avoir potentiellement un back-end, il faut un peu plus de cadre. Et pour ça, il existe des frameworks de travail pour faire ce spec-driven development. Et donc, si là, on pourra pas aller au bout, mais si je faisais, je veux créer une fonctionnalité de leaderboard, je fais quelque chose de très générique exprès. Bref, il va savoir exactement, ok, bah, il va falloir qu'on voit ensemble, il va me créer une to-do, il faut qu'on explore le contexte, je vais te poser des questions de clarification, je vais te proposer des approches, on va travailler sur le design ensemble, on va travailler sur les specs, et après on va faire un plan d'implémentation pour ensuite passer à l'implémentation. Et tout ça, bah, je vais pouvoir le faire juste en langage naturel, en expliquant à Claude Code ce que je veux. Du coup, là, c'est le skill que tu as utilisé, c'est le skill brainstorming, et c'est ça qui a permis d'avoir toutes ces... Exactement. Ces allers-retours. Enfin, c'est le skill brainstorming du framework Superpowers qui s'est logué. Le Superpowers, c'est un framework qui existe pour le vibe coding, et il en existe d'autres. Donc, il existe OpenSpec, il existe BIMAD, bref. Il en existe une multitude. Ça permet d'avoir un résultat fiable et en plus, il n'y a pas de questions. Ça réduit énormément le niveau de complexité. Et finalement, tu décris uniquement ce que tu veux. Et c'est ce que je disais au début. J'y touche pas du tout à tous ces fichiers-là que l'on voit. Ça peut être impressionnant quand t'es pas tech, mais tu te rends compte que c'est juste, ça te permet d'aller voir et potentiellement de l'ouvrir si t'es curieux ou quoi que ce soit. Ça, j'y touche pas et c'est Claude Code qui le maintient. Et moi, je réponds uniquement aux questions qu'il me pose et c'est vraiment lui qui me prend par la main, qui me guide. C'est toute la magie du truc et c'est là où tu sens qu'en fait, c'est ultra puissant, c'est que c'est abordable par n'importe qui. C'est uniquement, encore une fois, du langage naturel. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un petit coup à l'entrée parce qu'en fait, c'est un peu, comme tu dis, c'est un peu impressionnant. Mais honnêtement, une fois qu'on s'y met, j'ai presque envie de dire que le plus dur a été fait, quoi. C'est ça. Il y a une configuration au début que tu dois faire, il faut se mettre dedans. Ça prend pas tant de temps que ça. Et très vite, en fait, on y prend goût et on est parti, quoi. Et encore une fois, comme t'as un assistant qui comprend le langage naturel, bah en fait, s'il y a quelque chose que tu comprends pas, il suffit de lui demander. C'est plein de fois quand on est venu me voir, parce que j'ai déjà fait cette démo-là, on m'a dit « Pierre, comment je fais ça ?» Est-ce que t'as demandé à Claude avant ? Non. Bah essaye. Moi c'est comme ça que j'ai fait, essaye. Et en fait au final il va mieux te l'expliquer que moi, il va mieux te guider, il va avoir accès à tous tes fichiers. Et voilà, tu sais pas, bah tu demandes. Bon bah écoute Pierre, merci beaucoup pour cette démo. Puis merci à vous de l'avoir regardé, on espère que ça vous aura été utile. Et on se revoit très vite pour une prochaine démo.